Née dans la royauté mais maudite dès le départ, Maria Antonia était le produit de générations et de générations de consanguinité. À seulement 16 ans, elle était piégée dans un mariage froid et sans amour, puis hantée par une série de grossesses tragiques. La misère la suivait comme une ombre et le malheur s'accrochait à chacun de ses pas. Mais était-elle maudite par le destin ? Ou payait-elle pour quelque chose de bien plus sinistre ? Maria Antonia d'Autriche est née le 18 janvier 1669 au palais de la Hofburg à Vienne, la capitale de l'Autriche. Son père était Léopold Ier, un homme très puissant. Il était empereur du Saint-Empire romain germanique, roi de Hongrie, Croatie et Bohême. Sa mère était Marguerite Thérèse d'Espagne, fille du roi Philippe IV d'Espagne et de Marianne d'Autriche. Comme vous le savez peut-être ou non, les deux parents de Marie-Antoinette venaient de la puissante maison de Habsbourg, une dynastie qui avait conquis une grande partie de l'Europe non pas par la guerre, mais grâce à des mariages stratégiques et un peu de chance. La maison de Habsbourg avait des lignées royales à la fois en Espagne et en Autriche, et ils se mariaient entre eux depuis le début des années 1500, mais avec le temps, leur obsession de conserver le pouvoir s'est transformée en quelque chose de bien plus tordu. Ils n'épousaient donc pas seulement des parents éloignés, non, ils sont allés jusqu'à l'extrême. Des cousins au second degré, des cousins germains, voire des oncles et des nièces. Et ces siècles de consanguinité acharnée ont culminé avec Maria Antonia. Elle n'était pas simplement le fruit d'une union malheureuse, elle était le résultat de génération après génération de mariages entre oncles et nièces, aggravant la dégénérescence génétique de la dynastie. Bien sûr, ses parents étaient eux aussi oncles et nièces. Assez troublant, sa mère Marguerite Thérèse appelait même affectueusement son mari « oncle ». Tout cela signifiait que Maria Antonia était la Habsbourg la plus consanguine de tous les temps, dépassant même son célèbre oncle, Charles II d'Espagne. Elle avait un coefficient de consanguinité si élevé qu'elle était plus consanguine qu'un enfant issu d'une union parent-enfant ou frère-sœur. Alors qu'est-ce que cela signifiait pour Maria Antonia ? Subirait-elle le même destin tragique que Charles II ? Ou avait-elle, d'une certaine manière, échappé à la malédiction de l'obsession de sa famille ? Miraculeusement, Maria Antonia est Solénée en bonne santé et était une enfant relativement normale, défiant les attentes compte tenu de son extrême consanguinité. Mais elle était l'exception, pas la règle. En tant que deuxième enfant issu du mariage profondément incestueux de ses parents, elle fut la seule à survivre au-delà de la petite enfance, probablement en raison des siècles de consanguinité qui avaient affaibli sa lignée. Le premier enfant de ses parents était un garçon nommé Ferdinand, qui a mort 1 an avant la naissance de Marie-Antoine. 2 autres enfants, Jean et Marie-Anne, sont nés entre 1617 et 1672. Malheureusement, ils sont tous les deux décédés également quelques heures ou quelques jours après leur naissance. Puis, pour aggraver les choses, sa mère Marguerite Thérèse, une femme frêle et maladive, est décédée en mars 1673, à seulement 21 ans. Les années de consanguinité avaient fait des ravages, et comme tant d'autres Habsbourg avant elle, elle était physiquement faible et en proie à une mauvaise santé. Maria Antonia se retrouva orpheline de mère à seulement 4 ans, et en tant que seule enfant survivante de l'union profondément consanguine de ses parents, elle se retrouva soudainement dans une position précaire. Elle était une héritière potentielle de l'archiduché d'Autriche jusqu'à ce que son père se remarie et ait un héritier mâle. L'Autriche n'avait jamais eu de souveraine, et personne n'était même certain que la loi le permettait. Si Léopold mourait de façon inattendue, les nobles accepteraient-ils une souveraine ? Ou l'Autriche sombrerait-elle dans le chaos ? Et Marie-Antoinette n'était pas seulement une héritière potentielle de l'Autriche, elle avait aussi un droit solide en tant que successeur au trône d'Espagne, ce qui la plaçait au centre de l'une des plus puissantes et instables dynasties d'Europe. Marie-Antoinette était peut-être la Habsbourg la plus consanguine de tous les temps, mais c'est son oncle Carlos, connu sous le nom de Charles II d'Espagne, qui en avait le plus souffert. Dès sa naissance, son corps le trahissait. Il souffrait d'une multitude de problèmes de santé terrifiants,
d'une déficience intellectuelle, de déformations squelettiques qui le laissaient à peine capable de marcher, et d'un corps qui vieillissait beaucoup trop vite, entraînant une démence précoce. Mais son trait le plus célèbre, la monstrueuse mâchoire des Habsbourg, était si gravement déformée qu'il pouvait à peine mâcher sa nourriture. Charles hérita du trône d'Espagne en 1665, juste avant son 4e anniversaire. Il ne serait jamais capable de gouverner seul et avait constamment besoin de conseillers et de représentants qui gouvernèrent en son nom. Il y avait donc des discussions constantes sur la succession dans les cours européennes. À la mort de sa mère en mars 1673, Maria Antonia devint l'héritière légitime de son oncle, le roi Charles II d'Espagne. Bien qu'il n'ait eu que 11 ans à l'époque, la santé fragile de Charles et ses graves handicaps laissaient beaucoup de gens se demander s'il pourrait même avoir un enfant. Cela fit de Maria Antonia la future reine présumée d'Espagne, destinée à hériter non seulement du trône espagnol, mais aussi de son vaste empire s'étendant à travers l'Europe, les Amériques et au-delà. Et, étant donné l'état de santé déclinant de Charles, ce jour pourrait arriver bien plus tôt que ce que tout le monde pensait. En conséquence de tout cela, Maria Antonia a vécu sa vie sous une loupe. Les diplomates se scrutaient sur ses actions lorsqu'il visitait récemment la cour de Vienne, et son père cherchait à promouvoir l'idée qu'elle succéderait un jour à Charles. Cela a entraîné beaucoup de propagande des Habsbourg. Maria Antonia a posé pour de nombreux portraits dans sa jeunesse, une pratique courante chez les membres de la royauté. Son père utilisait ces tableaux pour promouvoir sa revendication au trône d'Espagne, les envoyant à travers l'Europe et en Espagne afin de la rendre visible auprès du peuple et de consolider son statut. C'était nécessaire car elle était une femme. Si un héritier mâle au trône d'Espagne vivait à Vienne, de telles actions de propagande n'auraient pas été nécessaires. Mais la crainte d'un règne féminin était profondément ancrée, et l'idée qu'une femme hérite du vaste empire espagnol suffisait à provoquer une onde de choc dans les cours d'Europe. Alors que Maria Antonia grandissait à Vienne, elle restait parfaitement inconsciente de la tempête politique qui l'entourait. Tandis que les grandes puissances d'Europe débattaient de son destin, elle était élevée comme toute princesse Habsbourg de haut rang, enveloppée dans la formalité de la cour et entourée de serviteurs répondant à tous ses besoins. Son éducation était celle d'une femme royale de son époque, latin, français, musique et éléments de base du programme humaniste. Ceux qui la rencontraient la décrivaient pendant comme calme et sérieuse, mais aussi intelligente et distinguée. Mais après la mort de sa mère, la vie devint encore plus rigide. Cela dit, Minyayantan, son nom Maria Antonia eut une succession rapide de belles-mères. Quelques mois après la mort de sa femme, Léopold épousa sa cousine Germaine, l'archiduchesse Claudia Felicitas d'Autriche, membre de la branche tyrolienne des Habsbourg. Maria Antonia entretenait une bonne et proche relation avec sa belle-mère, mais celle-ci mourut elle aussi jeune en 1676, de la tuberculose. Léopold épousa ensuite une troisième femme, une noble allemande qui était également sa cousine Germaine, Éléonore Madeleine de Neubourg. Elle et Léopold eurent 10 enfants, donc presque chaque année, Maria Antonia avait un nouveau demi-frère ou une nouvelle demi-sœur. Lorsqu'un garçon nommé Joseph naquit de ce troisième mariage en 1678, cela signifia qu'il y avait enfin un héritier mâle au titre de Léopold. Désormais, Maria Antonia n'était plus que l'héritière du trône d'Espagne, même si, comme nous l'avons vu, la question de savoir si elle succéderait à Charles à Madrid restait problématique. Bien sûr, il y avait toujours une autre possibilité. Maria Antonia pourrait avoir un fils à elle, un prince Habsbourg, qui serait l'héritier mâle parfait pour revendiquer le trône d'Espagne. Son père, toujours stratège, préparait déjà cet avenir alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, sachant qu'un successeur mâle pourrait assurer l'Espagne à leur lignée une bonne fois pour toutes. Pour sécuriser le trône d'Espagne, Léopold fit une proposition choquante. Il avait l'intention de marier sa fille de 6 ans, Maria Antonia, à son propre oncle, Charles II d'Espagne, âgé de 13 ans. Même dans une famille tristement célèbre pour la consanguinité, cette union était surprenante. Non seulement parce qu'ils étaient oncle et nièce, mais aussi parce qu'aucun des deux n'était prêt pour le mariage. Charles n'avait même pas atteint la puberté, et Maria était bien trop jeune pour avoir des enfants.
Malgré cela, en 1676, leurs fiançailles furent officiellement annoncées, et un mariage par procuration fut prévu pour décembre. Mais à la dernière minute, tout s'est effondré. L'année suivante, Charles informa Léopold qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. L'Espagne avait besoin d'un héritier, et sa nièce était tout simplement trop jeune. Finalement, Charles II épousa Marie-Louise d'Orléans en 1679, semblant ainsi fermer la porte à la chance de Maria Antonia de devenir reine d'Espagne. À la place, un nouveau plan a émergé. Elle devait épouser Victor Amédée II, le jeune duc de Savoie, qui avait hérité de son titre à seulement 9 ans en 1675. Mais cette union ne s'est jamais réalisée. À la place, en 1685, Maria Antonia épousa son cousin au second degré, Maximilien II prince électeur de Bavière. À seulement 16 ans, elle quitta Vienne pour Munich, entamant une nouvelle vie avec son mari. Peu après, Maximilien devint gouverneur des Pays-Bas espagnols, et le couple séjourna souvent à Bruxelles. À Munich et à Bruxelles, Maria Antonia était extrêmement malheureuse. En apparence, ce mariage n'était pas un mauvais choix. Maximilien n'avait que quelques années de plus qu'elle, et ils étaient suffisamment éloignés en parenté pour atténuer quelque peu la consanguinité des Habsbourg. Mais il y avait d'autres problèmes. Il était un extraverti sociable, et elle était une introvertie studieuse qui n'aimait pas les cérémonies de la cour. Maximilien la traitait souvent avec mépris, et un contemporain l'a même qualifié de l'un des esprits et des cœurs les plus pervers qu'on puisse imaginer. Maximilien ne perdit pas de temps à trahir sa jeune épouse, exhibant ouvertement sa maîtresse tandis que Maria Antonia endurait le mariage froid et sans amour dans lequel elle avait été forcée. Pourtant, sa plus grande souffrance ne venait pas de son mari infidèle, mais de sa propre lignée maudite. Comme tant de ses ancêtres tragiquement consanguins, elle eut des difficultés à mener ses grossesses à terme, et 2 de ses fils moururent à la naissance en 1689 et 1690. En 1691, Maria Antonia était à bout. Enceinte une fois de plus, et ne voulant plus endurer les humiliations de Maximilien, elle s'enfuit à Vienne, abandonnant son mari infidèle. Les rumeurs enflèrent alors qu'elle n'avait aucune intention de lui revenir. Puis, en octobre 1692, contre toute attente, elle donna naissance à un fils en bonne santé, Joseph Ferdinand de Bavière, l'enfant qui pouvait changer le cours de l'histoire européenne. Mais la lutte de Maria Antonia pour sa survie était loin d'être terminée. La cour d'Espagne éclata de joie à la naissance de Joseph Ferdinand, l'héritier tant attendu. Mais ce moment de triomphe eut un coup dévastateur, la vie de sa mère. Maria Antonia souffrit d'une infection post-partum, une affection qui pourrait aujourd'hui être facilement soignée avec des antibiotiques. Mais au XVIIe siècle, il n'existait aucun salut de ce genre. Le corps combattait l'infection ou y succombait. Au fil des semaines, sa fièvre faisait rage et ses forces déclinaient hanche. En décembre, il était évident qu'elle était en train de perdre la bataille. Puis, la veille de Noël 1692, à seulement 23 ans, Maria Antonia rendit son dernier souffle, laissant derrière elle son fils en bas âge, Joseph Ferdinand, le fragile espoir de l'avenir de l'Espagne. Mais avec la succession toujours incertaine, les grandes puissances européennes observaient déjà et attendaient. La mort de Maria Antonia ouvrit grand la question de la succession espagnole. Il était alors évident que son oncle Charles ne pouvait pas avoir d'enfant et que sa santé était déplorable. Les contemporains s'attendirent à sa mort chaque année tout au long des années 1690, bien qu'il ait finalement tenu bon jusqu'à la fin de 1700. Dans les années qui suivirent la mort de Maria Antonia, les Habsbourg d'Autriche se battirent férocement pour consolider leurs revendications au trône d'Espagne et à son vaste empire. Leur argument ? Le fils de Maria Antonia, le jeune Joseph Ferdinand, était l'héritier légitime. Après tout, il n'était pas n'importe quel prétendant. Il était l'arrière-petit-fils du roi Philippe IV qui avait régné sur l'Espagne de 1621 à 1665, ce qui faisait de sa lignée l'un des liens les plus solides avec la dynastie espagnole déclinante.
À la cour d'Espagne, la majorité des observateurs s'accordaient à dire que le fils de Maria était le successeur le plus probable de Charles. Cependant, la maison royale française des Bourbons avait également une revendication. La fille de Philippe IV Maria Thérésa avait épousé Louis X, IV roi de France, en 1660, un mariage qui donna naissance à de nombreux enfants et petits-enfants. Parmi ces petits-enfants se trouvait un garçon nommé Philippe, l'arrière-petit-fils du roi Philippe III d'Espagne, qui avait régné au tout début du XVIIe siècle. Il aurait pu être complètement ignoré s'il n'y avait pas eu de tragédie. En 1699, le seul fils survivant de Maria Antonia, Joseph Ferdinand, est mort de la variole, la maladie la plus mortelle de l'époque. Avec sa mort, la revendication des Habsbourg d'Autriche sur le trône d'Espagne s'est effondrée, les obligeant à reporter leurs ambitions sur l'un des fils cadets de Léopold, Charles, qui allait bientôt devenir le nouveau prétendant au vaste empire espagnol. Lorsque le roi Charles II mourut finalement sans enfant le 1er novembre 1700, la dynastie des Habsbourg d'Espagne prit fin. Sur son lit de mort, Charles prit une décision fatidique. Il nomma le candidat français Philippe comme son héritier, assurant ainsi que l'Espagne s'alignerait avec la France. Cela a cependant indigné toute l'Europe. Les Autrichiens, soutenus par l'Angleterre et les Hollandais, ont refusé d'accepter cela et, en quelques mois, le continent était plongé dans la guerre. Ainsi, en 1701, la brutale guerre de succession d'Espagne commença, une lutte de 13 ans qui impliqua presque toutes les grandes puissances européennes. Finalement, le candidat français l'emporta et Philippe V monta sur le trône d'Espagne. Mais avec une condition, l'Espagne et la France avaient l'interdiction de s'unir sous une seule couronne. Pendant ce temps, les Autrichiens furent dédommagés avec les vastes possessions européennes de l'Espagne, y compris la Belgique, Milan, Naples et la Sardaigne. Si Maria Antonia ou son fils avaient en survécu, la succession aurait pu être bien moins chaotique. Et l'histoire, très différente. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Maria Antonia, la Habsbourg la plus consanguine. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Partagez vos réflexions sur sa vie et vos suggestions dans les commentaires ci-dessous. J'espère que vous êtes abonné et que vous avez activé les notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. C'est tout pour moi, on se retrouve dans la prochaine vie oubliée. Merci.